Pendant toutes ces vidéos où je te parle donc de plusieurs jeux, généralement, lorsque je te parle d'un jeu, j'essaye d'y jouer voilà, un minimum de fois pour pouvoir, en tout cas à mes yeux, à mes oreilles, avoir quelque chose d'assez pertinent à te raconter. Donc, enfin, ça dépend évidemment de la taille du jeu. Parce que clairement, si tu joues au Skijo, tu joues au Skijo. Je prends toujours le Skijo en exemple, mais t'as pas besoin de jouer 150 fois au Skijo pour savoir ce à quoi t'as affaire. Mais il y en a certains où t'as besoin d'un petit peu plus de temps. Et bah aujourd'hui, je vais transgresser cette règle. Et pas pour les raisons que tu crois. Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jean Carton pour une nouvelle review express. Ça fait longtemps que j'appelais plus ça comme ça, mais pourtant c'est ça. C'est une review express. Vidéo, je te parle de généralement 5 jeux, ça sera le cas aujourd'hui, sur un court laps de temps. Des fois je m'étends un peu, on va essayer de faire court aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai 5 jeux à évoquer avec toi, de consistances différentes, des jeux qui m'ont énormément plu, d'autres qui m'ont laissé un petit peu plus de marbre, mais bon. Voilà, finalement, c'est un peu le propre de toutes ces vidéos-là, donc on va s'arrêter là, mais on va dire merci à tous les copinos du Cofinos. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisque le dernier vainqueur m'a suggéré quelque chose de finalement assez intéressant, c'est de donner les vainqueurs à la fin, enfin pendant la vidéo. Donc ce que je vais faire, celle-ci du coup ça perd son sens parce que le tirage au sort était la semaine dernière, puisque aujourd'hui là, en ce moment où je tourne cette vidéo et jusqu'à mercredi qui arrive, il y aura un Tir Nanog à remporter, ainsi qu'un Conservas et un Tranquillité l'Ascension. Donc je fais le tirage au sort le mercredi, toujours accessible sur Ko-fi et sur le Discord, et sinon je mettrai le tirage au sort à la fin de la vidéo du jeudi. 6 vidéos du jeudi il y a évidemment, bref, je te dirai tout ça à chaque fois en intro, donc évidemment si tu veux participer c'est là-dessous que ça se passe, et voilà, on commence maintenant. On like et on s'abonne. Ouais, faut le dire, faut le redire, je sais qu'il faut le redire, c'est chiant, mais en réalité il y a une vraie différence quand on ne le fait pas. Commençons petit, commençons léger aujourd'hui, je démarre par un autre jeu de la gamme Biseauté de chez Gigamic, la gamme Biseau, qui est un jeu dans lequel tu vas construire finalement une rue d'Amsterdam, je n'ai pas plus que ça à dire. Ça c'est Bellevue. Donc Bellevue c'est un jeu dans lequel tu vas, comme je te le disais, construire une rue, mais comment ça se passe? Eh bien tu vas démarrer avec une carte boutique, parce que oui, tu vas construire des bâtiments suivant des étages et des toits que tu vas placer, seulement les boutiques vont donner un prérequis pour pouvoir scorer dessus, du type, bah, dans mon bâtiment, je veux tant de pots de fleurs, dans ce bâtiment, je veux tant de chats, tant de mouettes, enfin, je crois que c'est des mouettes. Des albatros, non j'en sais rien, bref. Et puis des drapeaux aussi d'Amsterdam. À ton tour, tu as une main de 3 cartes, et tu vas devoir piocher dans l'un des 3 paquets qui est présent, paquet boutique, paquet fenêtre, paquet toit, que tu vas mettre dans ta main, et tu vas jouer une de ces cartes. Donc soit tu vas jouer une nouvelle boutique, donc qui t'apportera de nouvelles manières de scorer en fonction de si tu réussis à la compléter ou non, des fenêtres qui vont te permettre d'étendre finalement une boutique que tu as déjà commencé à construire, et des toits qui vont te permettre de terminer évidemment la boutique en question. Seulement, les toits et les boutiques ont des conditions de scoring qui vont différer. Par exemple, tu vas avoir un toit qui va te dire, bah moi je veux être le bâtiment plus grand que le bâtiment qui se trouve à ma droite, ou le bâtiment le plus petit entre les 2 bâtiments où je me trouve, qui te diront, bah moi je veux tant de chats dans mon bâtiment, etc. Donc si tu arrives à combiner tout ça, eh bien tu vas pouvoir scorer à la fois sur la boutique et à la fois sur le toit qui se trouve en dessous. On continue comme ça jusqu'à ce qu'un joueur ait placé 4 toits, donc ait terminé 4 boutiques, et dans ce cas-là, fin de l'histoire, on compte les points, et on gagne également des points suivant celui qui a le plus de cartes de même couleur adjacents, entre les fenêtres, les toits, les machins, il gagne un bonus de points. Voilà, pour ce qui est de Bellevue, c'est super facile à sortir, c'est super simple, ça marche bien, j'aime bien, c'est vraiment le truc, c'est jeu de papa. Voilà, là on est dans le jeu de papa pur, c'est-à-dire que ça, tu vas le sortir, je le sors encore pour ceux qui savent pas, mon jeu de papa c'est le jeu de mon père, puisque mon père il a beaucoup de mal avec les règles de manière générale, donc ça, il y a peu de règles, tu le mets, c'est très bien identifié, l'iconographie est propre, ça se fait bien, tu pioches une carte. Alors, le truc qui arrive tout le temps, c'est que quelqu'un joue une carte sans piocher, ça c'est chiant, et au bout d'un moment, concentrez-vous bordel. Ah oui, concentrez-vous. Bref, Bellevue, c'est approuvé sur la chaîne Jean Carton. Rien de plus à dire, si ce n'est que c'est parfaitement ce qui incarne finalement la gamme Biseau de chez Gigamic, des jeux faciles à sortir, accessibles. Celui-ci, je le trouve en plus de ça assez joli, assez sympathique. Voilà. Rien de plus.
Un autre truc qui sera dans une catégorie plus familiale, qui sera assez accessible, c'est un jeu qui va vous proposer, donc ça je l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux, même assez nulle part finalement, c'est un jeu qui va vous proposer de dessiner des constellations. Puisqu'on est sur un truc and write, alors je ne saurais même pas comment le qualifier, parce qu'on lance pas de dés, on retourne pas finalement de cartes, voilà. Donc bon, le jeu, c'est ça. C'est Star Explorer. Donc Star Explorer, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on va dessiner des constellations. Donc pour ça, tu vas avoir un petit plateau à assembler. Tu l'assembles qu'une seule fois, mais tu vas le mettre chez toi. Tu as un disque qui représente donc l'espace, la Voie lactée, l'espace, que tu vas glisser dedans. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des tuiles de différentes tailles de constellations de 6 à 10. Tu vas les prendre, les autres joueurs, chaque joueur fait la même chose, font la même chose, hein, chaque joueur joue dans son coin dans ce jeu-là. On est vraiment dans la veine des trucs and write, c'est tu joues dans ton coin. Et quand c'est ton tour, ton tour de choisir tes premiers joueurs, tu vas choisir la taille de la constellation que tu vas devoir dessiner, entre 6 et 10, donc tu vas dire 7 par exemple, très bien. Dans ce cas-là, tous les joueurs vont prendre leur constellation à 7, vont la prendre, la retourner, et la placer sur leur aire de jeu, ça donnera la constellation qu'il faudra dessiner. Pour pouvoir dessiner cette constellation, c'est très simple, on va entourer les étoiles qui la composeront, et donc on va créer des traits, des machins, pour refaire le pattern finalement de la constellation, mais que seulement dans la fenêtre qui est visible sur notre plateau, parce que oui, on a un grand cercle plein d'étoiles, mais on n'a qu'une petite fenêtre en forme d'œil sur laquelle on va pouvoir dessiner. Donc on va dessiner, on va entourer, on va tirer des traits, on va entourer, etc. Terminer, bonsoir, qu'est-ce qu'on fait? On compte les points. Comment est-ce que ça marche pour les points? Eh bien c'est simple, on va regarder les points attribués par chaque étoile de couleur en fonction de la tuile constellation que vous venez de dessiner et la tuile que vous avez dessinée précédemment. Exemple, vous pouvez avoir votre tuile qui vous dit bah je score 2 points sur chaque étoile bleue que tu auras utilisée pour ma constellation. Et la tuile précédente te dira bah tu gagneras 1 point pour chaque étoile rose que tu auras utilisée pour cette constellation. Donc tu additionnes, etc. Tu regardes aussi les liens entre les deux couleurs d'étoiles, par exemple bleu, rose, pour ce qui est de l'exemple que je te donne. S'il y a des liens entre les deux, eh bien tu additionnes les 2 points, ça te fait, par exemple 2 et 1, ça te fera 3 points. Voilà. Et à chaque fois que tu as une liaison comme ça, tu les ajoutes. Tu additionnes tout ça, tac tac tac, ça te fait ton point pour la manche. Pour chaque étoile que tu n'as pas pu entourer, parce que oui, l'idée c'est qu'au bout d'un moment, tout ça va être assez étriqué, tu pourras pas utiliser toutes les étoiles que tu devrais pour pouvoir dessiner ta constellation, et pour chaque étoile que tu ne pourras pas utiliser, ce qu'on appellera une étoile morte, tu rayeras une étoile et ça te fera perdre 3 points à chaque fois sur le total de la fin de la partie. Voilà comment ça se passe, on fait ça pendant 6 manches, à la fin des 6 manches, on a des points supplémentaires en fonction des étoiles que l'on aura utilisées sur la bordure extérieure, donc rien à voir avec Star Wars, c'est vraiment sur les bords de ton cercle, sur les étoiles que tu as utilisées le plus proche de l'étoile polaire, voilà, tout comme ça, tu scores, paf paf, t'additionnes, emballer c'est pesé. Voilà pour ce qui est de Star Explorer, supra accessible encore une fois, c'est bien. Si vous êtes amateur de trucs and write, ça pourrait vous plaire, j'ai mis bien pourrait vous plaire, parce que il n'y a pas ce truc du flip and write qu'on peut avoir dans la série des Welcome to, où tu vas retourner en fonction, tu vas faire un choix entre l'un et l'autre, et tu vas scorer plus ou moins, tu vas choisir plutôt une ligne sur laquelle tu vas scorer, parce qu'on score différemment, etc. Ici, on n'a pas ça, on est plus loin de ça, on est vraiment sur le fait de dessiner, on a une constellation à dessiner, on n'a pas le choix, on la retourne en chacun une constellation différente, le seul choix que l'on va avoir, c'est finalement sa disposition dans la fenêtre qui nous est visible. Et ça rend finalement peut-être les choix moins difficiles, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, moi, ma strat, c'est ça. Il n'y a pas de strat, finalement, dans Star Explorer. La seule strat, c'est d'essayer de scorer un maximum, et pour scorer un maximum, on va essayer de dessiner, si on peut, les constellations sur les bords au plus proche de l'étoile polaire pour gagner le plus de points, de caser nos constellations, évidemment, dans la fenêtre, et éviter d'avoir des étoiles mortes pour perdre des points, et puis, essayer aussi de faire en sorte qu'on va les dessiner en fonction des étoiles de couleur qui vont s'afficher. Donc, il n'y a rien de révolutionnaire, si vous voulez, dans le fonctionnement de Star Explorer. L'originalité, finalement, le twist coquillou, si je puis dire, c'est que dans Star Explorer, on va avoir donc cette fameuse fenêtre qui va être visible et qui va tourner, c'est-à-dire qu'à chaque manche, on va faire pivoter notre plateau étoile, et donc la vision, le champ de vision qu'on aura va changer, donc il y a des constellations qui vont commencer à être cachées par le plateau, et donc on va récupérer de la place pour pouvoir dessiner. Donc ça, c'est intéressant, c'est une partie qui est intéressante, parce que oui,
S'il y a la seule interaction finalement qui réside dans ce jeu, c'est lorsqu'un joueur va déterminer la taille de la constellation à dessiner. Si l'autre il lâche un gros 10 alors que t'as pas de place, bah là tu vas prendre cher, et ça c'est un truc que tu peux aller voir chez les autres joueurs. Voilà, donc c'est quelque chose qui va pas révolutionner le game des trucs and write, très clairement pas. J'aime bien cette subtilité de faire pivoter le cadran et d'avoir vraiment un champ de vision qui est étriqué pour pouvoir placer des constellations qui en plus de ça peuvent être voilà, des constellations surprises, hein. Vous allez dire bah, j'ai pas beaucoup de points, bah mais vu la taille ça rentre pas, ah c'est chiant, voilà, donc en ça c'est approuvé sur la chaîne Jean Carton. Ah si, il y a un truc qui est méga chiant, ouh là là, il y a un truc qui est méga chiant. Les feutres blancs, c'est tellement dur à effacer. C'est tellement dur à effacer, et ça devient frustrant. Je préfère te le dire, c'est super chiant. Voilà. Alors on va enchaîner sur un jeu qui sera coopératif cette fois-là, et c'est un jeu qui, pour moi, je l'avais mis dans la même catégorie, enfin, je pensais que c'était une série, avec Explorer of the Woodlands, parce que, même éditeur, parce que même typologie d'écriture, je sais pas, je pensais qu'il y avait un truc, j'ai fait un amalgame en me disant, bah, c'est peut-être la suite, ou c'est peut-être dans cet univers-là. Pas vraiment finalement, c'est vraiment à part, parce qu'aujourd'hui je vais te parler d'un jeu coopératif qui te proposera de diriger ton clan d'animaux dans la nature afin d'éradiquer la menace des machines qui arrivent pour construire des usines et déverser leur pollution. C'est exactement le thème de Defenders of the Wild, petite boîte assez épaisse tout de même. Defenders of the Wild, donc c'est un jeu coop, j'y reviens, dans lequel tu vas incarner donc un personnage de la nature, donc tu as un clan, dans ces clans il y a deux personnages qui sont incarnables, donc tu vas choisir l'un des deux, et avec ce personnage viendra un deck de cartes prédéfini qu'il faudra que tu mélanges, donc tu auras 12 cartes à mélanger et à mettre à côté de ton plateau. Quel est le but? Le but c'est de réussir à renaturaliser toutes les usines qu'éventuellement vont se construire dans le plateau, sur le plateau, donc dans la nature, et de construire tous ces camps, pour dire bah là c'est chez moi. C'est tout. Mais ça, tous les joueurs vont devoir le faire. C'est-à-dire que, comment ça fonctionne? À ton tour, tu vas avoir la possibilité, tu vas devoir jouer une carte de ta main. Tu vas mettre une carte face cachée, donc on ne discute pas entre les joueurs à ce moment-là. Ensuite, on révèle simultanément la carte. À quoi ça sert? Ces cartes-là vont représenter un défenseur. Ce défenseur, c'est un personnage, bon, peu importe à dire vrai, même si, attention, le jeu est magnifique. On va révéler ce personnage, il y aura un certain nombre de points qui seront indiqués en bas à gauche, ça va de 1 à 4, qui déterminera le nombre d'actions que toi tu vas pouvoir faire dans ton tour. Tu sors une carte avec 3 actions, avec un chiffre 3, tu vas pouvoir faire 3 actions. Et à côté de ça, tu auras éventuellement des effets qui changeront par exemple le premier joueur, qui permettront d'obtenir des objets, etc. Les actions que tu vas pouvoir faire, elles sont simples, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir te soigner, tu vas pouvoir te regrouper, bon... Je vais pas aller dans le détail de tout ça parce que je vais perdre beaucoup de temps. Mais tu vas pouvoir surtout détruire des mechas. Donc les mechas, ce sont des espèces de machines. D'ailleurs, le jeu me fait fortement penser en termes de thématique à Expédition avec ces machines. Et d'ailleurs, même avec un de ces personnages que je trouve ressemble beaucoup au leader des Russes-Viettes dans Save. Voilà, c'est une petite anecdote que je te donne, que j'ai constatée. Mais du coup, il y aura des mechas sur le plateau, tu vas pouvoir les éliminer, tu vas pouvoir créer des brèches dans les murs que construisent les moteurs des machines, parce que oui, il y a des gros moteurs qui sont sur le plateau qui vont faire que tourner façon, tu sais, les petits chariots de dominos quand t'étais gamin, là, tu sais, qui lâchaient des dominos derrière, bah, c'est exactement ça. Ils vont passer, ils vont lâcher des murs. L'idée, c'est que ils lâchent des murs pour construire des usines. Donc tu vas pouvoir créer des brèches dans ces murs pour pouvoir passer au travers. Et tu vas pouvoir aussi nettoyer de la pollution pour assainir le terrain, parce que s'il y a trop de pollution, le terrain devient toxique, s'il y a trop de terrain toxique, tu perds la partie, et en faisant toutes ces petites actions-là, eh bien tu vas gagner du soutien. Et si tu arrives au maximum de ton soutien à un moment donné, tu vas pouvoir construire un camp. Dans ce cas-là, tu vas redescendre ton soutien à fond, tu vas poser ton camp, et c'est ainsi que tu vas non seulement te diriger vers la victoire, parce que c'est une des conditions pour remporter la partie, mais aussi refaire ta main, parce que tu n'auras pas d'autre moyen de piocher si ce n'est des effets particuliers, mais c'est surtout à ce moment-là que tu vas agrandir la taille de ta main et refaire ta main. Et donc tu vas jouer, tu vas faire tes actions-là, une fois que tu as fait tes actions, on pioche une carte ennemie, et la carte ennemie c'est simple, soit ce sont des mechas, soit ce sont des usines, soit ce sont les moteurs. Donc les mechas par exemple vont se déployer et vont rusher un personnage, les moteurs vont se déplacer de telle manière à construire des murs, et les usines vont construire des usines. Parce qu'à partir du moment où il y a un territoire enclavé, c'est-à-dire entouré entièrement de murs, on va retirer ces murs et placer une usine, et là tu l'as compris, c'est l'une des conditions pour terminer la partie, c'est de renaturaliser ces usines, et ça c'est une dernière action que je t'explique, c'est-à-dire que lorsque tu as réussi à vider la tuile de tous ces éléments, que ce soit des mechas, que ce soit des terrains pollués, tu vas pouvoir faire une action de renaturalisation, c'est-à-dire que tu vas retourner l'usine, ça devient un terrain de joker sur lequel tu peux construire ce que tu veux, mais
là où la complexité réside, c'est qu'il y a des mechas, et ces mechas donc vont t'impacter directement en termes de santé. C'est-à-dire que tu as des mechas qui sont sur des usines, sont considérés comme des snipers, c'est-à-dire qu'ils vont te faire des dégâts si tu fais une action qui se trouve autour de cette tuile-là, donc de telle manière à ce qu'ils te tirent dessus, ou alors si tu es sur des mechas qui sont sur le terrain, ce sont des chasseurs, si tu fais une action sur eux, eh bien eux ils vont t'attaquer à partir du moment où tu fais une action sur la case où ils se trouvent. Et pour ça, comment ça se passe? Tu lances un dé, c'est simple, ça va de 0 à 2 dégâts, et donc tu vas choper des dégâts de cette manière-là. Si jamais tu chopes trop de dégâts, c'est-à-dire que tu chopes un 4e dégât minimum, et bien dans ce cas-là, tu vas jeter une carte de ta main, c'est un défenseur qui va être mort, il va avoir un certain territoire de prédilection, il y en a 4, si jamais on a 2 personnages du même terrain qui meurent, et bien la partie est perdue. Si jamais les machines construisent leur dernière tuile d'usine, la partie est perdue, et si jamais les machines déversent le 6e et dernier terrain toxique, la partie est également perdu, donc pour pouvoir l'emporter, encore une fois, il faut renaturaliser toutes les usines et construire tous les camps. Dès qu'un joueur a construit tous ses camps, il sort du jeu, il faut que tous les joueurs aient fait la même chose. Voilà comment ça se passe dans Defenders of the Wild, qui est un jeu qui est bien retors, parce qu'il y a vraiment une difficulté. Moi j'y ai joué en facile, et en ajoutant des cartes de difficulté, déjà en facile, on a perdu. Ouais, et ça j'aime bien. J'aime bien parce que ça me laisse penser qu'il y a une forme de progression, qu'il y a une forme de marge, en tout cas de progression, et d'apprentissage du jeu, et après, forcément il y a de l'aléatoire vis-à-vis des cartes qui vont sortir, etc., mais c'est pas grave, ça fait totalement le fun du jeu. La thématique est super respectée, vraiment, on est à fond dans cette thématique de la machine est en train de construire des murs pour construire une usine, et en train de cracher sa pollution partout, et toi t'es en train de lutter contre ça, et je trouve ça super intéressant, et en plus de ça, c'est associé à une direction artistique qui est absolument sublime dans Defender of the Wild. Le jeu est très cool. Il y a un point noir, ce sont malheureusement les règles de jeu. Les règles de jeu sont pas forcément... Elles sont pas écrites d'une manière à ce que ce soit facile de retrouver les informations. Il y a beaucoup d'informations, il y a quelques micro-règles mine de rien, et donc en partie, lorsque vous êtes un peu coincé sur un élément spécifique, eh bien il est difficile parfois de trouver l'information dans ce Defender of the Wild, vraiment des trucs tout bêtes. À quel moment est-ce qu'il faut le lancer de dés, par exemple, pour les dégâts? Est-ce que c'est le moment où on commence l'action sur la tuile où on se trouve, ou au moment où on la termine, l'action? Et ça peut être important. Est-ce que tu lances un dé de dégâts lorsque tu te déplaces sur la tuile où se trouve un mecha, ou au moment où tu la quittes? Ça, c'est des choses, c'est des petites règles comme ça, c'est des petites questions que tu vas te poser pendant que tu joues, et qui malheureusement ne sont pas vraiment explicites dans le livret de règles. Donc pour cette question-là, je te le dis, c'est quand tu as terminé l'action. Quand tu as terminé l'action, tu lances le dé. Donc bref, c'est un jeu qui est excellent, je trouve vraiment très bon ce Defender of the Wild, un très bon jeu coopératif, un très bon jeu thématique en plus de ça, avec une difficulté qui est bien dosée, avec son point noir, ce sont les règles. Malheureusement, maintenant, si t'es un petit peu comme moi, de la caboche, t'as envie de chercher, t'as envie de trouver, tu trouveras, il y a aucun souci. Mais voilà, ça reste un jeu qui est adoré. Sur la chaîne Jeux en Carton, j'adore ce type de jeu coopératif, difficile, où tu peux jouer en solo. J'y ai joué en solo, d'ailleurs, je l'ai pas dit. Tu joues en solo, t'as une légère adaptation, notamment sur tes mains de cartes. En fait, t'as qu'une seule main de cartes, et ça, je trouve ça chouette. Bref, c'est réussi, c'est beau. Encore une fois, un petit tour sur le livret de règles, ça vous prendra un petit peu de temps, mais voilà, sinon, mis à part ça, ça fonctionne merveilleusement bien. Voilà. Je continue avec un jeu que j'ai depuis moult temps, et un jeu que j'ai joué, auquel j'ai joué énormément avec mes enfants. C'est un jeu dans lequel il va falloir trouver qui a fait caca au milieu du salon. Ouais, ça s'appelle Qui a fait caca au milieu du salon. C'est très simple. Les joueurs ont une main de carte. Tous les joueurs ont une main de carte identique avec des cartes juste de couleurs différentes. Chaque main correspond à des animaux. Qu'est-ce que tu fais? Le premier joueur, le plus jeune, va poser un animal. Si c'est un chat, il va dire « Ce n'est pas mon chat qui a fait caca au milieu du salon. C'est... » Et là, il va devoir annoncer un animal. Un perroquet. Les autres joueurs vont devoir le plus rapidement possible poser leur perroquet sur la table. C'est pas mon perroquet qui a fait caca au milieu du salon. C'est un... lapin. Paf! T'as pigé l'idée. C'est le jeu. Le truc, c'est qu'à un moment donné, des cartes en main, on en a plus beaucoup. Donc lorsqu'un joueur pose une carte et que c'est à son tour d'appeler un animal et que personne n'a d'animal autour de lui, eh bien le joueur en question récupère une crotte. Et si jamais t'as 3 crottes, c'est terminé, t'as perdu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un vainqueur dans Qui a fait, il y a surtout un perdant. Voilà, et j'ai pas plus de choses à te dire que ça, mais ça c'est formidable parce que forcément, tu vas me dire, ouais, mais c'est pour les enfants, etc. C'est pas tout à fait vrai. Tu te marres entre adultes parce que
t'as un côté forcément sur la mémoire de qui a joué quoi, donc celui qui compte les cartes, peut-être qu'il sera beaucoup plus fort que celui qui ne le fait pas. Mais c'est surtout que moi, ça a permis à mes enfants, en tout cas, de s'exprimer, de rigoler sur la thématique du caca, on s'en fiche, tu vois, mais ça apporte le petit truc qui font que eux ils se marrent, voilà, à table, ils sont très contents de dire c'est pas mon chat qui a fait caca au milieu du salon, c'est plutôt votre lapin. Et ça marche super bien, ça crée une ambiance de fou autour de la table. Moi, j'adore y jouer. Hein. Je dis honnêtement, j'adore jouer à ça. C'est pas juste pour jouer avec mes enfants. J'adore jouer à ça. J'y ai pas joué entre adultes, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui me regarderont un peu de travers peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne divinement bien pour jouer avec vos enfants. Je vous le conseille absolument si vous voulez vous marier avec vos gosses. Franchement, c'est très chouette. Et c'est un jeu qui est évidemment adoré sur la chaîne Jean-Claude. Et je termine par un gros morceau, mais une petite boîte. J'ai reçu ça la semaine passée. Et j'ai pu y jouer, et c'est ce que je vous disais, c'est que je vais transgresser l'une de mes règles, qui est que je ne vais vous présenter ce jeu en n'y ayant joué qu'une seule fois. Et il y a une raison pour ça, c'est que je n'ai pas énormément de joueurs, enfin j'ai des joueurs autour de moi hein, pour pouvoir jouer, c'est pas la question, mais pour ce type précis de jeu, j'en ai pas énormément, et je vais vous parler de Salton Sea. Pourquoi ça? Parce que quand je suis allé au Fige, on m'a dit, ça, c'est un tableau Excel. C'est généralement l'appellation que tu donnes à un jeu qui est ultra calculatoire, avec zéro thématique, etc. Et c'est exactement ça. Ne cherchez pas de thématique dans Salton Sea. Donc ici, Salton Sea, on est en Californie, dans l'une des plus grandes réserves de saumure des États-Unis. Ton entreprise se consacre à l'exploitation écologique de cette ressource dont le traitement permet la production d'énergie géothermique ainsi que de l'extraction de lithium. Ça peut être super intéressant, c'est pas la question, mais vraiment, ça te passe totalement au-dessus dans le jeu, c'est pas le but. Donc, on incarne une de ces entreprises. Qu'est-ce qui va se passer? Dans Salton Sea, on va donc avoir de base une main de cartes qui correspond à cette carte 1$. C'est super important, et je vais revenir là-dessus ensuite. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Vous allez avoir un plateau qui est le vôtre, et dessus, vous allez avoir les actions sur lesquelles vous allez placer vos ouvriers. Donc attention ici, l'interaction, elle n'existe pas entre le placement des ouvriers. Là, tout se fait chez vous. Donc vous allez pouvoir placer des ouvriers sur votre plateau, mais aussi utiliser des cartes de votre main pour y placer immédiatement des ouvriers dessus, puisque les cartes dans votre main sont aussi des actions. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir acheter l'exploitation d'un gisement de saumure. Donc ça, vous allez prendre une carte, vous allez la mettre en dessous, vous allez pouvoir forer au travers de ces gisements, donc vous allez descendre un petit pion de foreuse, vous allez pouvoir extraire la saumure qui se trouve dans ces différents gisements, donc vous allez mettre des petits marqueurs pour dire la saumure que vous avez prise, vous allez pouvoir traiter cette saumure pour la transformer soit en énergie lithium, soit en énergie géothermique, donc dans ce cas-là, tu vas dépenser un certain coût en argent, et tu vas augmenter tes ressources, bon, peu importe. Tu vas avoir la possibilité d'obtenir des contrats. Ces contrats, ce sont des contrats de livraison de ces fameuses ressources que tu as, entre saumure, énergie géothermique et batterie lithium. Donc tu vas les prendre chez toi, et à un moment donné, tu pourras refaire une autre action qui est l'action d'honorer ce contrat pour dépenser ces fameuses ressources et obtenir les récompenses qui se trouvent sur la carte contrat préalablement choisie. Et tu vas aussi avoir la possibilité, bien évidemment, de vendre tes ressources, et donc pour ce faire, eh bien, tu vas les vendre à un certain prix. Le prix va varier en fonction de la partie, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'une entreprise aura acheté de plus en plus de ressources, eh bien, elle va changer ses coûts, et donc ces coûts sont un peu aléatoires, mais ils restent dans une échelle, voilà, sont un peu aléatoires, voire même des fois ils n'achèteront plus du tout un certain type de ressources. Ça, c'est possible. Voilà comment, enfin, ce qu'il faut savoir, il y a d'autres choses évidemment. Il y a la possibilité d'acheter des cartes recherche. Ces cartes recherche vont te permettre soit d'avoir une action immédiate pendant une manche, soit d'avoir un bonus permanent jusqu'à la fin de la partie, plus des points de victoire. Et tu as des objectifs aussi qui sont des objectifs soit individuels, enfin du type le premier, façon course à l'objectif, le premier qui réussit, il prend l'objectif, et des objectifs de fin de partie qui te permettront de scorer suivant certains paramètres. Tu as la possibilité d'acheter des titres dans des entreprises, ça fera marquer, il y a 3 entreprises, il y a une bleue, il y a une rouge, il y a une jaune, tu vas pouvoir monter tes marqueurs de cette manière-là. Le truc, c'est qu'à la fin de la partie, ces marqueurs te permettront d'obtenir un certain nombre de points quand tu vas le multiplier par la valeur la valeur de points de victoire qui est indiquée devant le petit jeton qui te permet de compter le prix des titres que tu vas acheter. Marqueur qui évolue quand tu vends des ressources à cette entreprise. Bah oui, mais t'as pas suivi. Le point, le twist coquinou de ce Salton Sea, le truc qui fait que c'est... Ah, s'il y a plusieurs choses, mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment le truc qui me revient. C'est sa gestion, finalement, monétaire. Puisque vous allez avoir, comme je vous ai dit, des cartes en main. Au départ, vous allez avoir 7$ en 20 qui correspondent aux 7 cartes différentes du paquet 1$. Il y a un paquet 3$, il y a un paquet 5$. Tu me vois venir ou pas? Bah, je t'explique. Le truc, c'est que lorsque tu vas dépenser de l'argent,
ce sont ces fameuses cartes en main, qui sont aussi des actions, que tu vas dépenser pour payer. Par exemple, pour payer une production, un traitement de la saumure en énergie géothermique, ça te coûte 4 $, eh bien tu vas devoir dépenser 4 $ de ta main. Donc 4 cartes de 1 $, ou une carte de 3 $, une carte de 1 $. Et ça va dans une défausse, la défausse spécifique à la valeur de la carte en question. Donc, tes actions que tu as en main, sur lesquelles tu vas pouvoir poser des ouvriers, vont aussi te servir à dépenser de l'argent. Mais, quand tu dépenses de l'argent, contrairement au moment où tu les utilises pour poser des ouvriers et faire des actions, tu ne récupères pas ces cartes. Elles sont perdues. Par contre, quand tu gagnes de l'argent, bah oui, tu vas vendre des ressources, donc tu vas obtenir de l'argent. Si tu gagnes 7 $, bah tu vas pouvoir prendre une carte 5 $, deux cartes 1 $ qui se trouvent dans la rivière, ou alors mélanger la défausse de la valeur en question pour piocher le nombre de cartes que tu souhaites. Et alors c'est là où le twist est très important dans Salton Sea, c'est que tu vas, en vendant, donc en gagnant de l'argent, pouvoir récupérer des actions qui te permettront donc d'en générer d'autres avec généralement des conditions meilleures, genre des réductions sur le coût total, ce genre de choses là. Et encore, j'effleure seulement parce que quand t'as fini d'extraire toutes les ressources d'un gisement, tu obtiens des points de victoire, t'as une piste de réputation qui te permet d'avancer, d'agrandir tes entrepôts et d'obtenir d'autres ouvriers à placer, c'est super important. Si jamais tu vas pas au bout de cette piste-là, et bien dans tes objectifs, il y a des petites étoiles grises qui te permettent de gagner des points, et bah ces points tu les gagnes pas parce que t'as pas été au bout de la piste. Tout ça sur un plateau blanc avec des cases. C'est Salton Sea. C'est un jeu qui est pas pour toi. Ou alors peut-être qu'il est justement pour toi. Mais là, va falloir que tu te poses sérieusement la question. Parce que ça, c'est pas pour tout le monde. C'est un truc qui... Je te la refais comment je l'ai imaginé. C'est-à-dire que... Tu vois, les Yellow Experts, ils sont là. Enfin, tu les vois pas tous, parce qu'on est jusque là-bas. Je veux dire, dans les Yellow Experts, quand tu regardes, t'as les ruines perdues de Narak. T'as Demain tu m'as tué. T'as Seti. Très chouette, Seti. Et t'as ça qui arrive et qui pose sa grosse calculatrice, tu sais, j'ai failli être vulgaire, et qui s'est dit, bah attends, on a dit des Yellow Experts que c'était initié. Attends, bouge pas. Paf. Et là, il localise ce truc-là, Salton Sea. C'est un jeu expert. C'est vraiment, alors, le terme, je l'aime pas énormément, mais bon, c'est pour qu'on soit tous d'accord. On est sur du expert plus. On est sur un truc qui, non seulement par sa thématique, n'est pas accessible à tout le monde, parce qu'ici, vous n'allez pas vivre la thématique, mais en plus de ça, vous avez un jeu qui est exigeant, qui a une courbe de progression qui est magistrale. Moi, je te le dis, sur mon unique partie, très clairement, j'ai eu envie d'en refaire une autre immédiatement, dans l'idée de m'améliorer et de tenter d'autres stratégies, parce que oui, tu peux pas tout faire dans Salton Sea, et j'ai fait la bêtise d'essayer de tout faire, c'est ce que je fais généralement sur mes premières parties. Et donc dans ce cas-là, tu fais un scoring qui est pas terrible, et tu sens que t'as pas été assez loin. Donc bref, Salton Sea, c'est un jeu que j'ai adoré, je le répète, je n'ai fait qu'une seule partie, et tu connais les raisons, simplement parce que je vais pouvoir en refaire d'autres, mais pas avant un petit moment, donc ce sera pas très pertinent si je te sors ça dans 6 mois. Mais c'est un jeu que j'ai absolument envie de rejouer. Mais encore une fois, faites attention aux joueurs que vous êtes, faites attention aux joueurs que vous allez inviter, parce qu'ici, zéro thématique, 100% mécanique, très calculatoire, mais qui peut être très satisfaisant si jamais vous réussissez à maîtriser le jeu. Et voilà les amis, ça sera tout concernant cette vidéo Review Express 5 jeux. N'hésite pas à me glisser là-dessous ce que tu penses de ce que tu as vu. Est-ce que tu vas investir dans un jeu comme Salton Sea? Est-ce que quelque chose qui pourrait t'intéresser? Est-ce que Defender of the Wild, tu vois, malgré les règles un petit peu qui te demandent un petit peu de recherche par toi-même, est-ce que tu pourrais faire l'investissement, ou justement au contraire tu dis non juste pour cette raison-là, tu vois? N'hésite pas à me glisser ça là-dessous, ça ferait plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet. Et en attendant, on se retrouve tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne Jean Carton. À ciao.